salut à tous, ici Rabdel, j'espère que ça va bien. Moi ça va super, je vais vous présenter le quatrième deck qui va terminer notre petite inspection du Pro Tour Khan of Tarkir. On va se diriger ensuite tout droit vers le GP Los Angeles qui va nous apprendre plein de nouvelles choses du format. On va voir des decks très intéressants. En tout cas, on va s'intéresser au deck Divan Flock. Qui a fait 8ème donc dans ce Pro Tour Khan of Tarkir et qui jouait bleu noir contrôle. J'ai trouvé cette description du Pro Tour Khan of Tarkir, du top 8 du Pro Tour Khan of Tarkir, très intéressante. On a vu un deck mid-range, un deck aggro, un deck combo et on va voir un deck contrôle. On aura fait tous les archétypes principaux qu'on peut trouver dans Magic l'Assemblée en termes de deck. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. On est parti pour ce bleu-noir contrôle. Donc contrôle, vous allez voir, c'est très très simple. C'est typiquement arriver à faire en sorte que de maîtriser ce que fait votre adversaire, d'où le terme contrôle. Et ensuite de mettre une menace qui va être ingérable pour votre adversaire. Souvent c'est des menaces qui sont chères, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'abord de contrôler le champ de bataille. On va mettre des menaces que l'adversaire ne va pas pouvoir gérer, on va le tuer avec ça. Et donc on va voir ce que Divan Flock fait pour résoudre cette équation, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On va avoir une grosse base de land, puisqu'on va avoir des coûts de sorts qui sont assez élevés. Donc on veut une bonne base de sorts pour pouvoir jouer des sorts, contrôler la partie. On a une grosse base de sorts, 29 sorts, éphémères et rituels, qu'on va détailler pas plus tard que dans 2 minutes. On a également 4 créatures et comme je vous le disais, il y a donc les menaces. On va commencer par ça. Comment ce deck va tuer mes bons amis? Il va se contenter de tuer avec 4 Sphinx des Hospices, Prognostic Sphinx, pour 5, une 3-5 vol de Theros. Vous pouvez vous défausser d'une carte pour qu'il ait la défense talismanique et quand il attaque, vous faites un regard de 3. Voilà, une menace ingérable tout simplement parce que vous allez avoir des cartes dans votre main. C'est le principe, hein. Votre adversaire va être à court de cartes, donc à court d'options, et vous allez avoir des cartes en main. Lui, 3-5 vols, vous pouvez vous défausser d'une carte pour le protéger. Voilà, ça semble assez facile au final, quand il est sur champ de bataille, ça semble assez facile de se débarrasser de son adversaire. Et au pire, les seuls sorts qui pourraient le cibler, par exemple, on pense à mettre fin aux hostilités, qui passe la défense talismanique, et ce deck, on va le voir bien entendu, a des contre-sorts dans sa decklist. Ça fait partie du panel très standard des jeux contrôle. Donc voilà, 4 Sphinx des Hospices, c'est le début du deck, et on a déjà vu les 4 menaces. 4 créatures, 4 menaces. Voilà. On va tuer au Sphinx des Hospices. C'est comme ça. On est parti donc ensuite pour la grosse base de sorts pour essayer de contrôler le board. Et bien entendu, on a vu ça avec l'Abzan Midrange, on avait dit que c'était une excellente carte. Et bien cette decklist joue aussi 4 fois cette éphémère qu'est Hero's Downfall, chute du héros, un très très bon éphémère. Pour 3 dont 2 noirs, détruisez la créature ciblée ou l'arpenteur ciblé, le Planeswalker ciblé. Énorme sort, bien entendu, qu'on ne peut pas passer dans ce genre de decklist qui est faite pour ça, hein, contrôler le board, contrôler le champ de bataille, pour ensuite pouvoir jouer ses menaces tranquillement. On est parti ensuite avec 4 Disdainful Stroke, donc 4 bottes dédaigneuses. Très intéressant aussi, c'est un contre-sort qui ne coûte que 2 et qui va contrecarrer des sorts avec un coût converti de mana de 4 ou plus. On l'a déjà vu plusieurs fois en l'ouvrant dans des boosters. C'est une nouvelle édition de Khan of Tarkir. Et en effet, botte dédaigneuse est vraiment sympathique. En fait, dans Magic, on a souvent des contre-sorts à 3 qui contrent n'importe quoi. Comme on va voir juste après, on a 4 dissoudre, qui sont des contre-sorts à 3, qui contre n'importe quel sort, avec en plus un petit upside. Pour dissoudre, c'est Scry 1, donc regard 1, ce qui en fait un très très bon contre-sort, notamment pour contrôle. Et les contre-sorts à 2, en fait, sont faits pour ne pas tout contrer, en fait. Ils ne peuvent pas tout contrer, mais ils sont moins chers.
Donc voilà, on peut penser notamment à Essence Scatter et Negate, négation. Essence Scatter qui contre un sort de créature, Negate qui sort contre un sort non créature pour un incolore et un bleu. Voilà, c'est à peu près la mesure qu'on peut avoir sur les contresorts actuellement dans Magic. Euh, donc, cette decklist, pour revenir à elle, donc 4 bottes dédaigneuses et 4 dissoudre. Donc, une grosse base de contresorts, bien entendu. Donc, on a vu déjà 2 moyens de contrôler l'adversaire. Détruire ce qu'il met en jeu, contrecarrer ce qu'il essaye de jouer. Et on va juste sauter les Dig Through Time qu'on a vu, qui servent à piocher, qu'on a vu notamment dans Jeskai Combo et dans Jeskai Tempo. 4 tout à fait normal. Et ensuite, juste le dernier moyen de contrôler, on va voir ça avec 4 Despise et 2 Thoughtseize, donc 4 dédains et 2 saisies dépensées, c'est contrôler la main de son adversaire. Donc voilà, quand il met quelque chose sur le champ de bataille, le détruire, quand il essaie de jouer quelque chose, le contrer, et quand il a une main un peu remplie, eh ben, on va aller regarder sa main, voir ce qu'il nous prépare, et potentiellement lui enlever des cartes. Ce que fait Dédain pour un noir en rituel, eh ben, on va regarder la main de son adversaire, choisir une carte de créature ou d'arpenteur qu'il a dans sa main, et ce joueur est obligé de s'en défausser. Ça, c'est Despise, Dédain. Et Saisie des pensées, c'est encore mieux, c'est pour un noir. Vous regardez la main de votre adversaire, vous y choisissez une carte non terrain, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi. Là où Dédain c'est seulement créature arpenteur, là c'est n'importe quelle carte. Ce joueur est obligé de s'en défausser et vous allez quand même perdre 2 points de vie parce que l'effet est très très puissant. Mais c'est saisie dépensée, c'est vraiment une énorme carte. Donc voilà, 4 Dédains, 2 saisies dépensées. Ensuite, on revient un petit peu sur gérer les créatures et ce qu'il y a sur le champ de bataille avec 3 Bill Blight. Bill Blight, donc pour 2 noirs en éphémère, la créature ciblée et toutes les créatures qui ont le même nom ont -3/-3 et cette précision est très importante. On a vu notamment dans Jeskai Tempo, il y avait des maîtres plébéiens gobelins. Typiquement, un Bill Blight tue tous les tokens du maître plébéien gobelin, ce qui est vraiment très fort. Contre Elspeth aussi c'est très fort. Si votre adversaire met par exemple plusieurs chevaucheurs de mantis, encore une fois dans le deck Jeskai Tempo, ben vous allez les tuer en une fois, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, Bill Blight, très, très intéressant comme ça. Il ne coûte que 2 à jouer. Et c'est une carte qui rentre énormément dans les decks, surtout du fait de Maître Plébéien Gobelin, qui est vraiment une très très bonne créature et qui est très jouée. On a aussi 2 Silence the Believers. Un rituel, un éphémère qui nous vient de Journey into Nyx pour 4 dont 2 noirs avec obstination, donc on peut payer 2 incolores et un noir pour avoir une cible de plus, exiler les créatures ciblées et toutes les auras qui leur sont attachées. Simple, efficace, c'est de l'exil, donc l'exil est quand même plus intéressant que la destruction du fait qu'on a des dieux notamment dans le format, des créatures qui sont indestructibles, on a plein de choses en fait qui tendent à favoriser l'exil. De manière générale. On peut penser également à, par exemple, Sarkhan. Sarkhan, on rappelle, quand il est transformé en créature, c'est une 4/4, vol, CVT, indestructible. Donc voilà, on aime bien l'exil, autant Silence the Believers que, on en a parlé déjà, destruction totale, Utter End. On en a parlé dans la decklist Abzan Midrange. Donc voilà, et dernier sort. Il nous faut quand même dans ce genre de deck quelques effets de Vras, un effet qui va détruire plusieurs créatures. Et le deck noir pourrait jouer Ingarix Wake, mais ça coûte 9. C'est un peu trop cher. Donc ces decks jouent très souvent Drown in Sorrow. En rituel pour 3 dont 2 noirs. Les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Regard 1. Voilà, ça permet typiquement. Ça, c'est le sort anti-maître plébéien gobelin. Non seulement ça tue le maître, mais ça tue tous les gobelins qui ont été spawnés. C'est un sort énormissime qui est très très utile dans ce format. Donc, bien entendu, dans Ninsoro, en 2 exemplaires de base. Et on peut voir aussi qu'il y a 2 exemplaires en side, as well as une saisie dépensée. Une 3e saisie dépensée, donc contre un autre deck contrôle, bien entendu.
le sideboard, contre divers menaces difficiles à gérer avec seulement de la destruction. On peut penser à une pléthore de dieux par exemple. Silence the Believers, Bill Blight pour des decks très très aggro. Donc là on voit les petits twists de deck. On va avoir un Pearl Lake Ancient qui est une menace alternative. Alors une menace alternative, moi je tendrais à dire, mais parce que j'ai joué des formats peut-être un peu plus complexes que standard, que du fait qu'on a une espèce de cabale thérapie dans le format, on n'a pas envie de se voir privé de toutes nos menaces. Donc le fait d'avoir deux menaces différentes, ça peut être intéressant. Pearl Lake Ancient. Après, Pearl Lake Ancient est peut-être plus facile à garder sur le board par rapport à contre un deck contrôle. Tout simplement parce que Prognostic Sphinx meurt sur toutes les Vras. Voilà, la défense talismanique ne fait rien pour se protéger des Vras. Donc Pearl Lake Ancient va lui se protéger contre un deck contrôle assez facilement. Il ne peut pas être contré aussi, ce qui est très très sympathique. Contre, contrôle, encore une fois. Et si votre adversaire essaye de faire quelque chose contre, et ben, vous pouvez renvoyer 3 terrains dans votre main pour le renvoyer lui aussi dans votre main. Et on va voir que ça peut comboter avec les landes, les terrains qui sont joués dans cette decklist. On en reparlera. On a une Pharicas Cure. J'aime beaucoup ce petit twist. Encore une fois, c'est complètement ciblé contre Maître Plébien Gobelin. Ça, c'est fait pour tuer le Maître Plébien Gobelin pour moi. Ou un deck très très aggro. L'upside, donc l'avantage de Pharicas Cure, c'est que ça vous fait gagner 2 points de vie. Donc pour gagner les courses contre aggro, c'est plutôt sympathique. Donc moi j'aime beaucoup. Pharicas Cure, donc très intéressant. Return Phalanx, encore une fois, donc là un side encore très intéressant. Une 3-3 pour 2, ça permet vraiment de jouer contre aggro, encore une fois. Donc on voit une decklist qui a vraiment peur d'aggro en fait. Negate, ça c'est à l'inverse, hein, contre contrôle, un contre-sort qui est fait pour contrer les sorts non créatures. Typiquement, encore une fois, on va contrer des Vras, on va contrer des saisies des pensées, ce genre de choses. Ça permet de jouer contre contrôle. Ça, j'aime plutôt pas mal. 3 Clever Impersonator. Alors ça c'est funky, je dois dire. J'aimerais bien avoir l'avis d'Ivan Flock sur ces cartes. J'avoue, je ne saurais pas dire pourquoi. Pourquoi il a mis Clever Impersonator dans ce genre de deck. On voit complètement l'intérêt, parce que ça permet de copier quelque chose de votre adversaire. Qu'a-t-il voulu faire avec Clever Impersonator? Typiquement, c'est vrai que par exemple, copier un Sarkhan, ça peut être très intéressant. Copier une grosse menace de son adversaire tout en la gérant ensuite, hein, ça peut être super intéressant. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment un but précis à Clever Impersonator. Si quelqu'un par hasard a vu une interview d'Ivan Flock où il explique pourquoi Clever Impersonator dans son deck, je vais regarder le jour 3 du Pro Tour, peut-être qu'il l'explique. Donc s'il l'explique, je mettrai sûrement un petit commentaire sur la vidéo quelque part, genre là, ou tout là-bas. On va voir. Mais voilà, Clever Impersonator, une très très bonne carte bien entendu, mais je n'ai pas le but précis de cette carte en tête. Mais j'aime bien le fait que ce soit dans ce side, quand même très très sympathique. Et cette Drift, intéressant encore une fois. Put target, alors ça permet de mettre un permanent non terrain au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ça permet de tempo tout en gérant un adversaire. Qu'est-ce que ça pourrait gérer de manière précise, sachant que c'est en rituel? Je ne suis pas convaincu, mais encore une fois, une carte que franchement, j'aurais mis un quatrième Silent the Believers, mais je suis convaincu qu'il y a une raison très particulière à cette Drift.
dans cette decklist. Je pense que ça vient de permanent non-terrain, encore une fois, pour faire perdre du temps, par exemple, à un contrôle qui joue à un arpenteur. Il est obligé de repiocher son arpenteur, de le rejouer, potentiellement d'être géré. Je ne vois pas exactement l'intérêt. Donc encore une fois, c'est un peu comme Clever Impersonator. Je vais laisser la question ouverte sur cette Adrift. Alors, en tout cas, l'effet est très intéressant et très puissant. Malheureusement, c'est en rituel. Pourquoi pas Griptide, hein, tout simplement. On a Delve. Donc on peut le faire pour pas cher, mais on est obligé de se taper un rituel alors qu'on a un éphémère qui fait le même effet. Je ne vois pas. On est parti ensuite pour les terrains. On va voir la base de terrain très spécifique, très bizarre de ce deck, avec 4 bilans qui font gagner des PV. Donc ça, c'est encore une fois clairement une volonté de gagner des PV contre aggro. On a 4, 5, 6 temples. D'ailleurs, des temples avec du vert. Des temples avec du vert. Donc il n'y a pas de vert hein, dans cette decklist, aucun vert à l'horizon. Je pense tout simplement qu'il voulait plus de scry, plus de regard. Donc tout simplement au lieu de mettre des marais ou des îles, au lieu de mettre 4 îles et 5 îles, 5 marais, il a mis 4 îles, 4 marais et s'est dit je vais mettre un temple mystère et un temple baladé en plus, ça va me faire 6 temples. Je vais pouvoir faire plus de regard. Ce qui est intéressant d'ailleurs. On a un Urborg. Moi j'aime beaucoup Urborg en supplément des marais. Il faut faire très attention parce que les decks, par exemple Mardou et Abzan, peuvent tirer un avantageux avantage, encore une fois, un bel avantage d'un Urborg chez l'adversaire. En perdant moins de points de vie, en utilisant les fetchlands pour faire du mana, etc. Donc Urborg, toujours intéressant, mais il faut faire gaffe à ne pas non plus donner trop l'avantage à votre adversaire sur sa mana base, vu qu'il y a en plus des tricolores dans le format, beaucoup de tricolores. Et bien entendu, une pléthore de fetch. 4, 6, 8. Donc ça pour aller fetcher des îles, ça pour aller fetcher des marais. Et 4 delta pollués, bien entendu, estuaire pollué. Pour aller chercher île ou marais et épurer son deck, parce qu'à un moment, piocher des terrains, on n'en a pas forcément envie. On voit que la synergie avec Pearl Lake Enchant, donc ancien du lac de Perles, est intéressante. On peut reprendre les terrains qui nous font gagner des points de vie, reprendre des terrains qui nous font un regard. Donc c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup Pearl Lake Enchant. Je sais que ce genre de deck a... j'ai déjà vu des decklists similaires à ce bleu-noir contrôle avec des Pearl Lake Enchant au lieu des Sphinx des Hospices ou en combinaison de chaque par exemple pour tirer avantage de la rejouabilité potentielle des terrains des Scryland et de ces terrains qui font gagner des points de vie. Donc voilà, une decklist très intéressante. Ivan Flock qui fait 8ème sur ce Pro Tour Khan of Tarkir. On a fini la review du top 8 Khan of Tarkir. La prochaine fois, on va juste vous faire un petit teaser de la prochaine fois. En standard, où vous pouvez voir qu'on a le Grand Prix Los Angeles qui s'est déroulé il y a quelques temps. Il y a quelques jours. Et donc, on va s'intéresser à Gruul Monster, à Red Deck Queens, principalement. Et on a un petit Mardou midrange. Donc voilà les 3 prochains decks qu'on va voir en standard. Gruul Monsters, Red Deck Queens et Mardou midrange. On va voir ce que cela donne et ce que ces decks ont à nous mettre sous la dent. Ça va être intéressant. Je vous laisse ici les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, à vous abonner, à commenter cette vidéo si vous voulez parler de ces decks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds aux questions, il n'y a pas de souci, je réponds très vite même, pour l'instant je peux me le permettre, donc n'hésitez pas. Et voilà, likez, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, Facebook, à chaque fois que je poste une vidéo, si vous êtes abonné, vous aurez
un email pour vous dire une nouvelle vidéo est là. Si vous me suivez sur Twitter, pareil, sur Facebook, pareil, vous serez au courant, il n'y a pas de souci. Et ces temps-ci, je peux vous dire que je publie pas mal. Donc voilà, si vous voulez être notifié, vous savez quoi faire. Les amis, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à la prochaine vidéo sur un Gruul Monsters. A plus les amis. Et salut à tous, ici Rabdel, j'espère que ça va bien. Moi ça va super, je vais vous présenter le 4e deck qui va terminer notre petite inspection du Pro Tour Khan of Tarkir. On va se diriger ensuite tout droit vers le GP Los Angeles qui va nous apprendre plein de nouvelles choses du format. On va voir des decks très intéressants. En tout cas, on va s'intéresser au deck Divan Flock. Qui a fait 8ème donc dans ce Pro Tour Khan of Tarkir et qui jouait bleu noir contrôle. J'ai trouvé cette description du Pro Tour Khan of Tarkir, du top 8 du Pro Tour Khan of Tarkir très intéressante. On a vu un deck mid-range, un deck aggro, un deck combo et on va voir un deck contrôle. On aura fait tous les archétypes principaux qu'on peut trouver dans Magic l'Assemblée en termes de deck. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. On est parti pour ce bleu noir contrôle. Donc contrôle, vous allez voir, c'est très très simple. C'est typiquement arriver à faire en sorte que de maîtriser ce que fait votre adversaire, d'où le terme contrôle, et ensuite de mettre une menace qui va être ingérable pour votre adversaire. Souvent c'est des menaces qui sont chères, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'abord de contrôler le champ de bataille. On va mettre des menaces que l'adversaire ne va pas pouvoir gérer, on va le tuer avec ça. Et donc on va voir ce que Divan Flock fait pour résoudre cette équation, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On va avoir une grosse base de land, puisqu'on va avoir des coûts de sorts qui sont assez élevés. Donc on veut une bonne base de sorts pour pouvoir jouer des sorts, contrôler la partie. On a une grosse base de sorts, 29 sorts, éphémères et rituels, qu'on va détailler pas plus tard que dans 2 minutes. On a également 4 créatures et comme je vous le disais, il y a donc les menaces. On va commencer par ça. Comment ce deck va tuer mes bons amis? Et ben il va se contenter de tuer avec 4 Sphinx des Hospices, Prognostic Sphinx, pour 5, une 3-5 vol de Theros. Vous pouvez vous défausser d'une carte pour qu'il ait la défense talismanique et quand il attaque, vous faites un regard de 3. Voilà, une menace ingérable tout simplement parce que vous allez avoir des cartes dans votre main. C'est le principe, hein. Votre adversaire va être à court de cartes, donc à court d'options, et vous allez avoir des cartes en main. Lui, 3-5 vols, vous pouvez vous défausser d'une carte pour le protéger. Voilà, ça semble assez facile au final, quand il est sur champ de bataille, ça semble